Alors, aujourd'hui, on va s'intéresser au cuir bangladais. C'est une industrie qui pèse des milliards, qui emploie presque 1 million de personnes, c'est colossal. Mais vous allez voir, derrière ce géant économique se cache un vrai paradoxe. Un potentiel absolument immense, mais qui est freiné par des défis qui menacent carrément son avenir. Allez, on plonge dans cette analyse pour comprendre tout ça. La question de fond, elle est là. Comment une industrie aussi prometteuse, avec autant d'argent en jeu, se retrouve-t-elle bloquée? Les réponses, elles nous entraînent dans un cycle assez complexe. On parle de plus d'1 milliard de dollars. C'est l'investissement total dans le secteur. Ce chiffre y pose tout de suite le décor. On comprend bien l'échelle et l'enjeu économique colossal pour le pays. Bon, pour commencer, quelle est vraiment l'importance de cette industrie pour le Bangladesh? Pour le dire simplement, elle est absolument fondamentale pour son économie. Ce n'est pas rien, le cuir, c'est le deuxième plus grand secteur d'exportation du pays, juste derrière le textile. C'est donc un pilier essentiel, surtout quand on sait que le Bangladesh cherche à diversifier ses exportations. Et au-delà des grands chiffres économiques, il y a l'humain. Le secteur fait vivre plus de 850 000 personnes. C'est une source de revenus qui est juste vitale pour des centaines de milliers de familles. Il faut dire que l'industrie a été plutôt maligne. Elle a opéré un virage stratégique assez remarquable. Si on compare 2015 et 2023, on voit que les exportations de peau brute, qui rapportent peu, ont chuté. Et en même temps, celles de chaussures en cuir, un produit fini bien plus rentable, ont littéralement explosé. C'est une belle montée en gamme. Et c'est là que le bas blesse. Malgré ce succès, l'industrie est comme piégée. Elle est coincée dans un cercle vicieux qui l'étouffe et l'empêche d'atteindre son plein potentiel. Le point de départ du problème, il est là. Sur le marché, que ce soit au Bangladesh ou à l'étranger, ce que les gens veulent, ce sont des produits pas chers. Du coup, ça fixe un plafond de revenus très bas pour les fabricants. Et logiquement, avec des marges si faibles, pourquoi est-ce qu'un fabricant irait faire des investissements hyper coûteux de respecter des normes environnementales très strictes? L'incitation financière est quasi inexistante. Ce qui nous amène à la conséquence finale, ce manque d'investissement donne des produits qui ne respectent pas les normes environnementales, et ces produits, on ne peut les vendre qu'à bas prix. Ce qui nous ramène au point de départ. La boucle est bouclée. C'est un vrai cercle vicieux. Maintenant, on va creuser un peu ce qui est sans doute le plus gros obstacle, le non-respect des normes environnementales et ses conséquences, qui sont très concrètes. Ce chiffre, il est juste effrayant. Chaque jour, les tanneries du Bangladesh rejettent à peu près 22 000 mètres cubes d'eau usée, non traitée. On parle d'une crise de pollution à une échelle massive. Et cette pollution, elle a une conséquence directe et terrible, l'impossibilité d'obtenir la certification du Leather Working Group, le fameux LWG. Or, ce LWG, c'est un peu le passeport pour le marché mondial. Sans lui, les portes des grandes marques internationales, elles restent closes. Alors, oui, concrètement, ne pas avoir cette certification, qu'est-ce que ça change? Est-ce que c'est si grave? La réponse est oui, c'est bien plus qu'un simple logo sur un papier. Le coût de cet échec environnemental, il est économique et il est énorme. Sans la certification LWG, on est tout simplement exclu des marchés les plus riches, comme l'Europe ou les États-Unis. En clair, les fabricants doivent vendre leurs produits 30 à 40% moins chers. Et bien sûr, ça détruit la confiance des acheteurs et ça renforce encore ce cercle vicieux des faibles revenus. Bon, assez parlé des problèmes. Passons aux solutions. Parce que oui, il est possible de s'en sortir. Et pour ça, il suffit de regarder ce que font les voisins, les concurrents. Les concurrents du Bangladesh nous montrent que des solutions existent bel et bien. L'Inde, par exemple, a investi massivement dans des stations de traitement des eaux usées qui fonctionnent. La Thaïlande, elle, a utilisé des zones économiques spéciales avec des avantages fiscaux pour attirer les bons investissements. Quant au Vietnam, il a tout misé sur des partenariats solides entre les acheteurs et les fournisseurs. Ce sont des exemples très concrets de stratégies qui marchent. Alors, la grande question, comment le Bangladesh peut-il s'inspirer de tout ça? Heureusement, le rapport sur lequel se base cette analyse propose une feuille de route qui est plutôt claire et réalisable. Cette feuille de route, elle s'articule autour de 4 piliers. Premier point, et c'est non négociable, il faut rendre la grande station de traitement de Savar pleinement fonctionnelle. C'est la condition sine qua non pour la certification. Deuxièmement, mettre en place des incitations financières pour aider les usines à s'équiper en technologie propre. Troisièmement, réformer la formation professionnelle pour que les compétences des travailleurs correspondent enfin aux vrais besoins de l'industrie. Et enfin, quatrième point, négocier de nouveaux accords commerciaux pour préparer l'avenir. Cette citation, elle résume parfaitement la situation. L'industrie est à un tournant, un moment charnière. Les décisions qui vont être prises maintenant, aujourd'hui, vont déterminer si elle explose ou si au contraire elle décline. Et tout ça, ça nous amène à une dernière question qui est vraiment centrale. Est-ce que la durabilité, c'est juste un coût, une contrainte pour cette industrie? Ou est-ce qu'au contraire, c'est la clé qui pourrait enfin lui ouvrir les portes d'un avenir à plusieurs milliards de dollars? La question reste ouverte.